Bonjour Philippe Pascal. Bonjour. Président directeur général du groupe ADP Aéroports de Paris, 26 aéroports dans le monde, 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On va parler des nombreux sujets, notamment de ce budget qui est en préparation. Mais d'abord, cette fréquentation dans les aéroports. On nous dit que le tourisme se porte bien cet été en France. Est-ce que vous le voyez dans vos aéroports? Qu'est-ce que vous anticipez comme fréquentation cet été? Oui, tout à fait, je confirme. Nous avons un trafic qui est dynamique. Nous avons eu plus 3% de trafic au mois de mai comparativement à l'année dernière. Pour cet été, on attend plus 5%. C'est en ligne avec les prévisions, notamment d'Atout France. Il y a un effet post-JO, incontestablement. Ah, c'est quoi cet effet alors un an après? Il y a plus de fréquentation, des infrastructures plus modernes? Alors, il y a deux effets. Il y a déjà une demande du transport aérien par les Français, notamment par les jeunes. Les jeunes voyagent, les jeunes Français voyagent beaucoup et de plus en plus. Et puis, il y a aussi un envie de France pour l'ensemble des touristes étrangers qui, un an plus tard, souhaitent voir Paris pour de vrai. Ceux qui ont vu les images à la télé viennent cet été, c'est ça que vous nous dites? Bien entendu, oui. Et les acquis de l'événement, parce qu'on a beaucoup parlé aussi des infrastructures qu'on avait développées spécifiquement pour les Jeux Olympiques. Ça y est, maintenant, tout est rodé. Qu'est-ce qui reste comme héritage un an après? Alors, on a plusieurs éléments d'héritage. Effectivement, le plus emblématique, le plus intéressant, c'est l'accueil des personnes en situation de handicap. On avait fait un énorme effort de mise à niveau de nos infrastructures, de nos services, notamment pour accueillir les Paralympiques. Ça s'est traduit par notamment une innovation qui était d'emmener la personne en situation de handicap en fauteuil jusqu'aux portes de l'avion. C'est un défi logistique que nous avons réalisé, que nous essayons maintenant de perpétuer. D'autres éléments aussi. Ce n'était pas que pour les Jeux Olympiques, ça continue. Ça n'était pas que pour les Jeux Olympiques, ça continue. On est en train de le déployer progressivement dans toutes nos infrastructures. On est prêt. On a aussi, toujours pour les personnes en situation de handicap, essayé d'accompagner aussi bien les personnes de handicap lourd, en mettant à disposition des salles spécifiques, mais également des handicaps moins visibles. On a adapté nos dispositifs d'accueil pour les malentendants avec des iPads qui vous permettent de traduire le langage des signes. On a aussi, pour les personnes avec des handicaps invisibles, mis à disposition des cordons pour qu'on les identifie un peu mieux et les accompagner un peu plus. Et ça, c'est les héritages des Jeux Olympiques. Mais Philippe Pascal, l'été n'a pas très bien commencé avec plus de 1000 vols annulés la semaine dernière à la veille des vacances pour cause de grève des contrôleurs aériens. Est-ce que ça a causé beaucoup de dégâts, cette grève? Alors effectivement, aux bornes des deux aéroports parisiens, Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle, on a annulé 1200 vols. C'est 125 000 passagers impactés. Juste pour donner une idée, 125 000 passagers, c'est l'équivalent d'une journée de l'aéroport d'Orly. Donc c'était substantiel, ça a été très dommageable pour les Français qui souhaitent partir en vacances, pour les touristes qui souhaitent venir, ce qu'on a pu dire, très dommageable aussi pour les compagnies aériennes, avec un impact économique qui est vraiment substantiel pour elles, alors qu'elles sont en compétition, dans une compétition assez... De l'ordre de combien environ cet impact économique? Je ne vais pas aujourd'hui donner des chiffres, notamment c'est des chiffres des compagnies aériennes qui sont nos clients, c'est à elles de le dire. Et puis surtout, peut-être un point qui est méconnu, c'est aussi très dommageable pour l'image de la France. Le contrôle aérien, c'est pas juste l'atterrissage et le décollage sur les aéroports français, c'est aussi le survol, et donc ça a impacté l'ensemble du transport aérien européen, voire la réorganisation des routes monde. Justement, le patron de Ryanair a dénoncé une prise d'otage à répétition des passagers européens par les grèves françaises. Il appelle Bruxelles à agir. C'est une particularité française qui risque de se reproduire? Alors déjà, le contrôle aérien, les contrôles aériens dépendent de la Direction générale de l'aviation civile, une administration française qui effectivement a ses spécificités en termes technologiques et en termes de conduite des opérations. Juste pour illustrer, il y a 4000 contrôles aériens en France, il y en a 250 qui ont fait la grève. C'est-à-dire qu'il y a aussi un sujet d'organisation, ça n'appartient pas aux aéroports d'en juger, c'est bien à la main de l'État, mais il y a certainement des marges de manœuvre. Oui, c'est le ministre des Transports qui disait 250 personnes qui impactent le bien-être de plus de 500 000 personnes. Oui, et même au-delà, puisque, encore une fois, c'est bien les routes et le survol de la France qui est en jeu. Avec un pouvoir de nuisance qui est trop important, si vous entendez bien? Avec déjà une grève qui est difficilement compréhensible et explicable. En fait, le cœur du trafic aérien, le cœur du métier aérien, c'est garantir la sécurité
Et donc, c'est important pour nous de savoir que les contrôles aériens effectuent leur mission dans de bonnes conditions, sont présents pour le faire. Et ensuite, c'est aussi important pour la compétitivité globale du pays. Alors Philippe Pascal, président directeur général du groupe ADP, on va beaucoup parler de l'aérien dans le débat budgétaire qui s'ouvre la semaine prochaine avec les premières orientations qui vont être données par le Premier ministre, et on entend que Bercy souhaite corriger la question de la taxation du kérosène. Ça fait plus de 80 ans maintenant que le kérosène, en vertu de traités internationaux, n'est pas taxé en France notamment, et la France pourrait vouloir le corriger pour les vols intérieurs. Qu'est-ce que vous dites? Attention. Alors, déjà, ce qu'on dit, c'est qu'il est normal qu'un secteur contribue à l'équilibre du budget général de l'État. Dès lors que cette contribution, elle s'applique à toute l'activité économique. Ce qui est plus compliqué, c'est de pénaliser et de stigmatiser le secteur aérien en particulier. Stigmatiser ? Alors pourquoi veut-on nous taxer? C'est ça qui est intéressant. La première chose, c'est on pourrait considérer qu'on est un bien de luxe. Quand on regarde très précisément qu'il y a dans nos avions, il y a 33% de personnes avec des revenus modestes. 33%, 53% qui sont plutôt de la classe moyenne, et il n'y a que 14% qui sont des CSP+. Vous parlez de tous les vols, là? On parle de tous les vols en moyenne, en partance de la France. Donc c'est la dernière étude qu'a réalisée la FNAM. Ce que je veux dire par là, c'est que renchérir les taxes, c'est mécaniquement augmenter les billets et donc finalement pénaliser les plus modestes. Ça, c'est le premier point. La deuxième raison, c'est pourrait consister à dire on pollue. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. À Paris, on sera totalement neutre, zéro émission au sol en 2030 à Paris-Orly, 2035 à Paris-CDG. Sur la croisière, on a technologiquement tout ce qu'il faut sur le vol pour décarboner. On est une industrie qui, si on nous laisse investir, pourra totalement se décarboner. À quelle échéance? Parce qu'on rappelle quand même les chiffres. On faisait le test hier en préparant cette émission sur le site de l'ADEME, l'Agence de l'environnement. Pour un train, pour 1000 km parcourus, c'est 2,9 kg de CO2 en train. Pour un passager, c'est 258 kg en avion. Alors, nous, la réponse, elle est assez simple. Il faut un usage raisonné de l'avion et il faut choisir le train quand le train est pertinent et choisir l'avion quand l'avion est pertinent. Donc, effectivement, pour des lignes domestiques, aujourd'hui, l'avion n'est pas nécessairement le plus pertinent. Il peut être pertinent en cas de correspondance ou autre. Mais demain, il pourrait l'être. Et très rapidement, le moteur électrique de Safran a été certifié en début d'année. L'avion électrique sera certifié pour un avion de 9 places d'ici 2 ans, 19 places d'ici quelques années. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite, mais on en est encore loin. Et en attendant, Airbus a reporté, voire annulé son projet d'avion à hydrogène. Alors, l'avion à hydrogène, c'est déjà pour des avions gros porteurs. L'avion à hydrogène est technologiquement viable. Ce qui pose problème, c'est qu'il soit économiquement intéressant pour les compagnies aériennes qui souhaitent l'acheter. Donc aujourd'hui, il y a quand même une troisième technologie qui est la plus puissante, qui est les carburants durables. Les carburants durables, nos infrastructures sont prêtes. Elles sont là et il nous faut donc impérativement pouvoir accélérer l'intégration de ces carburants. Philippe Pascal, vous nous dites que des classes modestes prennent l'avion, que vous faites des efforts pour la décarbonation. Néanmoins, si Bercy veut vous taxer, c'est aussi parce que vous bénéficiez d'exemptions absolument incroyables. Pourquoi le kérosène serait moins taxé que le carburant ? C'est peut-être tout simplement ça la raison pourquoi l'avion n'aurait pas les mêmes taxes que le train. Peut-être qu'il y a juste une volonté d'égaliser les taxes dans les différents secteurs. Alors, on a un secteur aérien qui est français, qui est florissant, avec l'une des rares grandes industries qui est compétitive dans le monde. Ce que le secteur demande, c'est d'être traité de la même manière que ses grands compétiteurs. Ne pas raisonner aux bornes de la France, mais raisonner aux bornes du monde. On est une industrie globale. Les États-Unis taxent le kérosène, non? Les États-Unis taxent peut-être le kérosène, mais l'avantage global et la compétition globale fait que le secteur aérien français est pénalisé par ces surcroîts de taxes à répétition. Il y a un risque de décrochage, vraiment, quand on voit que la France est le seul pays européen à ne pas avoir retrouvé son niveau de trafic aérien anti-Covid. Écoutez, lorsque vous écoutez Ben Smith, il vous dit qu'il a perdu depuis... Le patron d'Air France. Le patron d'Air France, oui. Il a perdu 1% de part de marché tous les ans depuis 20 ans. Donc on a un impact majeur.
Je voudrais revenir sur ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Vous nous disiez qu'à horizon 2030, si j'ai bien entendu, Orly aurait atteint la neutralité carbone, c'est ça? Au sol. Au sol. Au sol. Au sol. Parce que j'allais vous demander la manière dont vous calculiez. C'est lié aussi à des mécanismes de compensation. Comment ça se passe? Non, c'est lié à une politique générale d'électrification de nos véhicules qui est quasiment achevée. On a fait 80% du chemin. C'est lié au changement du mix énergétique. C'est le chauffage d'Orly qui est aujourd'hui quasiment en géothermie. C'est lié à la réduction de la part de la voiture, l'augmentation de l'intermodalité par l'arrivée du métro, la ligne 14, par l'arrivée de bientôt la ligne 18. Donc c'est un tout qui va effectivement réduire l'impact carbone au sol et le neutraliser. Il restera la croisière, et cette croisière-là, c'est les carburants durables, c'est l'électricité, c'est un jour peut-être l'hydrogène. Reste que, évidemment, ce qui pollue le plus, pour l'instant, c'est un avion qui décolle. C'est un avion qui décolle, mais qui atterrit aussi. Et ça aussi, ça se travaille. Ça se travaille par des procédures de sortie du train d'atterrissage qui sont plus précoces. Ça se travaille par des lignes, des couloirs aériens qui permettent des descentes continues, de telle manière que ça réduise les nuisances et ça réduise les émissions. Est-ce que c'est encore responsable aujourd'hui, au vu de tout ce qu'on est en train d'évoquer, de développer les courts et moyens courriers en Europe, où vous dites il faut absolument continuer de démocratiser le transport aérien? Non, ce qu'on dit, c'est que nous sommes technologiquement prêts pour tout décarboner et qu'il faut faire attention à ne pas abîmer une industrie de manière conjoncturelle, considérant qu'aujourd'hui c'est émissif, alors que demain ça ne le sera pas, contrairement à beaucoup d'autres secteurs. Donc il faut regarder aussi les choses dans la dynamique et dans sa capacité à se transformer et ne pas nuire à la transformation du secteur. L'avion reste important pour le développement des territoires, c'est ça que vous nous dites? Au-delà de ça, ça reste important pour l'économie. 2, ça reste aussi important pour le fait de connecter les personnes entre elles et quelque part de construire un monde global. Encore une fois, l'objectif de l'aviation civile, c'est la paix dans le monde quand même. Le PDG du groupe ADP, Aéroport de Paris, Philippe Pascal, est avec nous sur France Info. On vous retrouve juste après le fil info. Il est 8h45, Maureen Suignard. Une odeur de brûlé encore dans les rues de Marseille à cause de l'incendie qui s'est déclenché hier à cause d'une voiture. La situation est bien meilleure ce matin, assurent tout de même les pompiers des Bouches-du-Rhône qui ont lutté toute la nuit contre les flammes. 730 hectares de végétation parcourus. Les habitants du 16e arrondissement sont déconfinés ce matin. Le trafic des intercités est perturbé en gare de Marseille. Et dans l'Aude, le feu n'est pas encore fixé, mais il ne progresse plus. Il a déjà parcouru 2000 hectares. Et sur France Info, la présidente du conseil départemental réclame plus de moyens aériens face à des conditions extrêmes. Les concessions des autoroutes françaises qui arrivent à leur terme vont être renouvelées, mais elles auront un cadre plus exigeant. C'est ce qu'annonce ce matin le ministre des Transports. Philippe Tabarot assure que l'intégralité des recettes des futurs péages sera fléchée vers les infrastructures de transport et qu'il y aura une hausse des investissements pour le train. Place au contre-la-montre sur le Tour de France, 33 km autour de Caen en Normandie. Après 4 étapes, le cycliste néerlandais Mathieu Van Der Poel est toujours en jaune. France Info. Le 8h30 France Info, Agathe Landré, Jérôme Chapuis. Toujours avec Philippe Pascal, président directeur général du groupe ADP, ex-Aéroport de Paris. L'aéroport Roissy-Charles de Gaulle fait sa révolution. Il va être transformé en hub à la française. Alors, expliquez-nous à quoi ça va ressembler. Alors déjà, l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle est déjà un hub en ce qu'il est un nœud de correspondance pour à peu près un tiers du trafic. Sur les 100 millions de passagers, il y a 30% qui sont aujourd'hui en correspondance. L'objectif, c'est d'en faire effectivement un hub qui rivalise avec ses grands compétiteurs mondiaux. C'est le sens du partenariat que nous avons noué avec Air France, qu'on appelle Connect France, pour mieux connecter la France, faire gagner la place française. Et effectivement, pour ça, il nous faut travailler sur plusieurs leviers. Les leviers d'infrastructure, des leviers de meilleure hospitalité, des leviers de décarbonation, des leviers très opérationnels de compétitivité pour les compagnies aériennes. Ça va ressembler à un hub luxueux comme dans les pays du Golfe, par exemple, ceux qui nous font concurrence? Non, pas du tout. En fait, l'objectif, c'est pas la course au volume. L'objectif, c'est, comme vous l'avez rappelé, d'avoir une infrastructure à la française, c'est-à-dire des infrastructures à taille humaine, accueillantes, qui permettent d'avoir aussi de valoriser les marques françaises dans toutes leurs dimensions. Et bien sûr, la première marque, c'est quand même Air France. Ouais. Ça veut dire que ce sera plus agréable, plus fluide aussi. Il faut que ce soit facile
de passer d'un avion à un autre? Oui, alors c'est beaucoup de choses. C'est effectivement plus fluide en amont et puis en salle d'embarquement, avoir une expérience réellement qualitative, très différenciante, avec un design ad hoc, mais aussi des services particuliers pour chaque passager, une atmosphère française qui serait beaucoup plus marquée. C'est effectivement mieux circuler dans l'aéroport. On va changer le nom des terminaux. Changer leur nom? On va changer leur nom de telle manière qu'on s'y retrouve un peu plus et un peu mieux. Alors, ils s'appelleront comment? Est-ce qu'il y aura encore des lettres, des chiffres? Il y aura toujours des lettres et des chiffres, mais ils seront mis dans un ordre qui permettront aux passagers de circuler sans avoir forcément à se poser de questions comme aujourd'hui. Et l'idée, c'est qu'il y ait la gastronomie de chef, du luxe. Il y aura aussi pour les petits budgets toujours des sandwichs et des choses plus accessibles, où ça va devenir un hub réservé aux ultra riches étrangers qui sont de passage à Paris. Comme j'ai pu le dire, aujourd'hui, la majeure partie de nos passagers sont des passagers qui ont des revenus modestes et des classes moyennes. Donc c'est bien le cœur de notre clientèle et de nos passagers. Et pour autant, c'est bien celle-ci que nous cherchons à choyer en essayant d'avoir une vision très qualitative et très sur mesure de la prestation qu'on peut leur rendre. Il y a une volonté, pardon Jérôme, il y a une volonté de faire dépenser plus en France, parce que c'est vrai que si il y a 100 millions de visiteurs étrangers qui ont été accueillis en 2024, la France n'est première qu'en apparence, en fait, parce que les touristes dépensent moins quand ils sont là. On arrive qu'en 4e position au niveau des dépenses. Ce projet de hub, c'est aussi pour faire consommer et rester les touristes sur le territoire français? Alors oui, c'est aussi pour rendre le pays plus attractif. L'une des idées qu'on pousse avec Air France, c'est d'avoir non pas une correspondance en 3 heures, mais une correspondance en 3 jours, le temps que le passager qui part de l'Asie et qui va aux États-Unis s'arrête pour visiter Paris, visiter les territoires autour des aéroports. C'est de leur offrir cette expérience française. Et donc, quelque part, l'aéroport, c'est un instrument de relocalisation de la richesse en France. Donc ça veut dire qu'il faut en parler avec les compagnies aériennes, pas seulement Air France KLM d'ailleurs, ce que vous dites que... C'est pas forcément Air France KLM, c'est d'abord Air France KLM parce que c'est le premier client, parce que c'est la compagnie nationale, mais effectivement, ces partenariats, on va continuer à les nouer avec l'ensemble des compagnies aériennes. Et qu'on comprenne bien, vous nous disiez, il y a une concurrence européenne notamment. Nos principaux concurrents aujourd'hui en Europe, il y a Roissy, et quels sont les autres? Alors, il y a une concurrence mondiale, avec d'abord les hubs du Golfe, ensuite un certain nombre de hubs au Proche-Orient. On voit bien que Istanbul monte et monte très fort. Et puis, de manière plus lointaine, la constitution de hubs, notamment en Asie et en Chine tout particulièrement, d'où la protection qu'on cherche aussi à avoir en termes de compétitivité pour les hubs européens. En Europe, notre principal concurrent, c'est Francfort. Dès lors qu'on a quasiment le même positionnement géographique, la même structure, avec d'un côté Air France à Paris et de l'autre côté Lufthansa. Philippe Pascal, certains de ceux qui nous écoutent peuvent se dire c'est bien beau d'avoir un hub à la française, encore faudrait-il tout simplement pouvoir accéder à l'aéroport Charles de Gaulle sans perdre 2 heures ou payer 50 €. Est-ce que vous faites quelque chose aussi de ce point de vue-là? Il y a la liaison directe entre le centre de Paris et Roissy qui n'ouvrira pas avant mars 2027. Comment vous expliquez que ce soit si long, si cher, si fastidieux? Alors déjà, effectivement, vous faites allusion au CDG Express qui va rentrer en service en mars 2027. C'est une date que je confirme. C'est des travaux qui sont longs parce que c'est des travaux qui ont supposé de la construction de lignes nouvelles, mais également l'adaptation de l'ensemble de l'écosystème ferroviaire et notamment la rénovation concomitante du RER B. L'idée étant que les passagers prennent le CDG Express et les voyageurs du quotidien le RER B, de telle manière que les deux augmente en qualité. Plus largement, nous, la vision qu'on a de l'aéroport, c'est un aéroport intermodal, beaucoup mieux connecté, arrivera à CDG non seulement le CDG Express, mais également la ligne Roissy-Picardie, la ligne 17, des bus à haut niveau de service. Bref, construire un nœud intermodal. Aujourd'hui, c'est pas seulement pour les Parisiens. C'est pas seulement pour les cas parisiens, c'est vraiment insérer l'aéroport dans les territoires. Aujourd'hui, la gare de CDG, c'est 15 millions de voyageurs. On sait qu'on atteindra 45 millions d'ici 2040-2050, c'est-à-dire plus gros que Lyon-Part-Dieu. C'est l'objectif que nous pouvons avoir et ça concourt à la qualité, à la perception. Je rappelle quand même juste que CDG, pour la 4e année consécutive, a été noté premier au classement Skytrax. Donc en termes de perception et de qualité,
Nous sommes leaders depuis 4 ans. Sans langue de bois, est-ce que vous déplorez que ce soit si cher quand même, cette liaison express, 24 € par passager? Alors, écoutez, ce qu'on dit, c'est qu'encore une fois, il faut distinguer les passagers des voyageurs du quotidien et préserver la compétitivité pour les voyageurs du quotidien. Après, le coût, on peut toujours regretter qu'il soit élevé. À ce stade, on sera heureux d'avoir le service. Quand même. On en Merci, est là. merci beaucoup Philippe Pascal, en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur France Info. Vous nous donniez notamment les prévisions, plus 3% de trafic, ça c'est en mai, c'est fait, et 5% de hausse du trafic cet été dans les aéroports parisiens. Merci d'avoir été l'invité de France Info ce matin. Merci à vous.